Donc, on va parler un peu du texte dans Illustrator. Je fais un nouveau document. Je vais faire un format A4 horizontal de type... je pars du profil impression, mais je vais le transformer en RVB pour pouvoir mettre des couleurs vives dedans. Donc voilà, je répète, nouveau document. Je pars du profil impression et je dis que je fais un format A4. Mais dans les paramètres avancés, je vais déjà maintenant choisir que ce soit RVB. Ça va m'éviter de devoir aller dans le menu fichier, mode colorimétrique du document et passer de CMJN à RVB. C'est déjà un RVB. Bon, voilà, je vais déjà l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais appeler ça le texte dans Adobe Illustrator. Je mets un numéro. Vous mettez le nom que vous voulez, bien sûr. C'est juste moi qui l'appelle comme ça. J'enregistre au format Adobe Illustrator. Je pourrais l'enregistrer au format PDF. Vous savez que c'est la même chose. À partir du moment où je garde les fonctions d'édition d'Illustrator dans le PDF, c'est la même chose que d'enregistrer en Illustrator. On est d'accord? Si je l'enregistrais en PDF, à partir du moment où ceci est coché, aucun problème, aucune différence pour moi. Alors, vous avez quelques outils pour manipuler le texte dans Illustrator. On va les sortir, vous entrez dans le menu, vous allez sur la barre verticale ici, vous lâchez le bouton de la souris, et voilà, c'est détaché. Oui, et donc sur le PC, vous êtes obligé de cliquer, en fait, à cet endroit-là. Oui, oui, ça c'est des différences de... Donc là, vous êtes obligé de... Quand vous êtes sur la barre, vous êtes obligé de cliquer pour que ça marche, c'est ça? Oui? Bon, voilà, en tout cas, voilà, vous avez la palette de texte vue dans son entièreté. Donc les différents types de texte, on a le texte, l'outil texte basique qui sert à faire deux types de texte dans Illustrator. Du texte dans un bloc ou du texte sur une ligne. La plupart du temps dans Illustrator, vous allez plutôt faire du texte sur une ligne. Parce que le texte dans les blocs, on va plutôt, quand on a des travaux avec beaucoup de texte à mettre dans des blocs, des dizaines, des centaines de mots, on va plutôt faire ça dans InDesign. Et on va réserver le travail sur le titrage avec peu de mots dans Illustrator. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'outil texte captif, oui, c'est la même chose en fait. Que le premier outil permet aussi de faire du texte captif, c'est-à-dire du texte dans un bloc. Sauf que là, on sait qu'on ne sait pas faire de texte sur une ligne avec cet outil-là. Franchement, il est inutile en fait, hein, si on connaît la fonction cachée de celui-là. Du texte qui suit une ligne qui est courbe, c'est intéressant, pourquoi pas, oui. Du texte écrit à la chinoise, c'est-à-dire on commence par le haut, voilà, les lettres s'empilent les unes au-dessus des autres. Évitez absolument ça en graphisme, c'est horrible, c'est très mal vu. Du texte à la chinoise dans un bloc. Du texte sur une ligne courbe mais couchée. Et là, c'est la retouche de texte, c'est pour manipuler les lettres, les tourner, chaque lettre comme on veut. C'est le texte tactile en fait. Ils appellent ça texte tactile parce que sur tablette, vous arrivez avec les doigts à vraiment créer vos titres et bouger chaque lettre facilement. Ou sur un ordinateur qui a un écran tactile. Donc en fait, nous, on va surtout s'intéresser au premier outil, l'outil texte basique. Alors essayez ceci, vous faites un cliquer glisser et vous avez créé un bloc de texte. Et c'est rempli avec du faux texte, ce qu'on appelle du lorem ipsum, parce que voilà, ça commence par le mot lorem ipsum. C'est du faux latin, ça veut rien dire du tout. Hein, c'est du faux latin, c'est juste du texte de placement, du texte pour pouvoir commencer un document sans avoir le vrai texte. Donc, du texte comme ça, pourquoi pas pour des affiches ou certaines choses dans Illustrator, pourquoi pas. Mais
plutôt dans InDesign que vous allez faire ça. Maintenant, l'autre manière d'utiliser l'outil texte, et si je commence par ça, c'est parce que justement les stagiaires ont tendance à faire souvent avec l'outil texte, ils font des blocs texte, mais nous on va plutôt faire des lignes de texte. Vous cliquez sans bouger la souris, et vous avez un... Attendez un peu, il faut que je quitte mon bloc. Avec la flèche noire, je clique à côté, voilà. D'abord, je reviens avec l'outil texte. Vous cliquez et vous avez une ligne de texte. Ce n'est pas un bloc en fait. Vous allez vraiment comprendre la différence si on passe en affichage tracé au lieu d'aperçu. Menu affichage tracé. Voilà. Je suis passé à l'outil flèche noire, je zoome. C'est une ligne en fait, hein, ce n'est pas un bloc. Alors que l'autre, évidemment, c'est un bloc qui contient du texte. C'est le texte captif. On peut mettre du texte dans n'importe quelle forme dans Illustrator, en fait. Essayez, si vous voulez. Vous tracez un hexagone, par exemple, avec l'outil... Enfin, n'importe quoi, voilà. Pentagone. Et avec l'outil, ici, l'outil texte, vous allez survoler l'hexagone qui est sélectionné. Vous voyez ce qui se passe? Le curseur change d'aspect, ça devient un rond au lieu d'un carré. Et quand on clique, ben voilà, c'est du texte à l'intérieur. Et on peut taper le texte qu'on veut. Là, je tape n'importe quoi. Ah non, ça n'a pas marché. Je vais cliquer sur le bord. Voilà, c'est ça, j'ai cliqué sur le bord. Donc là, j'ai annulé parce que ça n'avait pas marché. J'ai annulé, j'ai vraiment cliqué sur le bord avec l'outil texte. Et voilà, ça a mis du texte captif à l'intérieur de la forme. Donc tout ça pour dire que n'importe quelle forme Illustrator peut servir à faire du texte en fait. Hein. Je recommence. Hein. Comment est-ce qu'on fait la dernière chose que j'ai faite là? Donc je recommence l'explication ici, je fais une forme n'importe quoi, que je vais bouger. Avec l'outil texte, je vais aller me mettre sur le bord là et cliquer. Voilà, c'est du texte qui remplit la forme. CTRL Z, parce que j'avais eu le réflexe d'utiliser l'outil main, ce qui a évidemment remplacé tout le texte par des espaces. Ça permet d'être créatif éventuellement, ça. Hein, de pouvoir mettre du texte dans n'importe quelle forme Illustrator. Donc pour répondre à ta question, si tu veux mettre une ligne sur, voilà, sur l'hexagone, il vaut mieux la faire à côté, comme ça, et venir avec la flèche noire la déplacer. Oui, deux objets séparés, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Avec l'outil de transformation, je peux même aller agrandir. Voilà, c'est à peu près ce genre de choses que tu voulais. Voilà, et quitte à les grouper, sélectionner les deux et faire objet associé, comme ça, quand je prends n'importe lequel des deux, l'autre va suivre. Ok, donc vous voyez la différence entre du texte captif et du texte sur une ligne, et on va surtout travailler avec du texte sur une ligne. Je vous montre quand même un petit truc ici, avec le texte qui est dans un bloc, parce que ça fonctionne comme ça dans InDesign aussi. Avec l'outil de transformation manuelle, quand je redimensionne l'hexagone, le texte à l'intérieur se redimensionne aussi. D'accord ? Par contre, maintenant, je vais prendre l'outil flèche noire. Je vais faire apparaître ce que j'ai fait disparaître tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre de sélection. Menu affichage, afficher le cadre de sélection, parce que j'avais dit que ça m'ennuyait, mais de temps en temps, ça peut être utile. Vous voyez la différence ? Avec le cadre de sélection et la flèche noire, je redimensionne l'hexagone, mais le texte à l'intérieur ne se redimensionne pas. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je vous remontre. Outil de transformation manuelle. Je réduis, le texte est réduit. J'agrandis, le texte est agrandi. Avec la flèche noire, je réduis. Le texte n'est pas réduit. J'agrandis, il n'est pas agrandi. Il y en a plus, mais il n'est pas agrandi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Même chose pour tourner l'hexagone. Regardez ce qui se passe avec la flèche noire. Je tourne en me positionnant tout près d'une poignée du coin du rectangle
le cadre de sélection. Quand je tourne l'hexagone, le texte reste des lignes horizontales. Ça se redéploie à chaque fois. Si je fais la même chose avec l'outil de transformation, le texte tourne. Les deux sont bons, ça dépend ce qu'on veut faire. Il faut savoir que voilà, du texte captif, vous avez deux manières de le manipuler. Vous aurez la même chose dans InDesign, possibilité de redimensionner un bloc avec le texte qui se redimensionne à l'intérieur, avec l'outil de transformation de InDesign, ou avec la flèche noire, uniquement redimensionner le bloc. Et je viens de me rendre compte maintenant que tout ça, je l'ai fait en étant en affichage contour. Voilà, menu affichage, affichage aperçu, on est avec une qualité de texte meilleure à l'affichage. Parce que quand on a un affichage par tracé, on a des pixels visibles sur le bord et voilà. Mais c'est pas grave, ça marche. Hein. Ça marche. Affichage aperçu, voilà. C'est là que je me rends compte que mon hexagone là, il a une couleur qui ne permet pas de voir le texte. Voilà. Ok. Vous avez vu hein, ce que je viens de faire. J'en ai pas parlé, mais voilà, c'est là. Vu que j'ai affaire à un groupe, vous vous souvenez que j'avais groupé l'hexagone avec le texte, avec la ligne. Pour avoir accès à l'un ou l'autre, je suis obligé d'utiliser ça. En fait. Sinon, la flèche noire me sélectionne d'office les deux et je ne sais pas mettre une couleur différente sur le texte et sur l'hexagone. Je suis obligé d'utiliser absolument la flèche blanche plus, cliquer à côté et venir cliquer sur la chose que je veux modifier. Alors au niveau des polices de caractère, il n'y a pas de limite. Vous avez les polices de caractère livrées avec les logiciels Adobe. Vous avez les polices de caractère en ligne. Si vous avez une licence en règle de Adobe, vous avez ce qu'on appelle le système Typekit, qui permet d'avoir des polices Adobe qui sont sur le cloud. Et sinon, les Google Fonts gratuites et plein d'autres systèmes de police en ligne sont utilisables. Et vous avez aussi des sites qui proposent des polices à télécharger gratuitement, style Dafont, des choses comme ça. C'est pas toujours très bon, mais pourquoi pas. Parce que la qualité des polices n'est pas toujours très bonne quand on les sort. Oui, voilà. Il y a des polices qui ne sont prévues que pour du texte en anglais, par exemple. Hein. Dès que vous avez des accents, ça n'ira pas pour du texte français, par exemple. Voilà, ça c'est le système Typekit de Adobe. Sinon, vous avez les Google Fonts. Typekit, c'est pour toute la suite Adobe. Hein. Dès que vous téléchargez une police de Typekit, je crois qu'avec l'abonnement de base, vous avez droit à une centaine, mais je peux me tromper sur le nombre. Une centaine en permanence sur votre ordinateur. Si vous en avez besoin de supplémentaires pour un travail particulier, il va falloir en sortir certaines de l'ordinateur et ramener les nouvelles. Il y a plusieurs types d'abonnements pour Typekit. C'est le principe et c'est pour toute la suite Adobe. Les polices sont accessibles sur toute la suite Adobe. Sinon, il y a les Google Fonts qui sont téléchargeables et installables sur l'ordinateur. C'est important les polices de caractère parce que c'est du boulot qui a été fait par un typographe, un artiste, et en utilisant ça, vous valorisez votre propre travail, bien entendu, et c'est connoté, culturellement, et les époques, dès qu'on voit une police, même sans s'en rendre compte, on rattache ça à une certaine époque et à un certain milieu, voilà. Ça permet de véhiculer des messages.
Si je veux donner un aspect années 80 à une création, je vais utiliser une police qui fait années 80 par exemple. Même chose pour années 50, voilà. Voilà, ça c'est plutôt années 60. Ça me fait plutôt penser aux années 60, ce genre de choses. Cette police-là. Donc c'est super important les polices de caractère. C'est vraiment très vaste les polices de caractère. La question des fontes. Étudier ça, c'est comprendre comment les utiliser, il faut un peu d'habitude. Et vous avez plein d'autres systèmes. Donc j'en ai cité trois. J'ai cité les typekits qui sont livrés avec la Creative Cloud Adobe quand on a une version officielle, c'est très bien. On y a droit. Vous avez les Google Fonts gratuites et qui ont l'avantage que si vous mettez votre travail InDesign par exemple sur le web, vous allez pouvoir l'afficher avec les polices de la Google Fonts. Ce que vous mettez en page dans InDesign, vous voyez une police de caractère spéciale dans InDesign, une Google Fonts que vous utilisez. Si vous mettez la version HTML de la page sur le web, elle va apparaître avec cette police-là. On n'est plus au web d'il y a 15 ans où on était limité à une douzaine de polices de caractère. Maintenant, c'est des milliers qui sont disponibles. Vous connaissez, vous allez voir des sites et vous voyez que les sites utilisent des polices maintenant qui ont quand même de la classe. Ok, ça c'est Dafont, des polices à télécharger. Vous connaissez d'autres systèmes de police peut-être? D'autres endroits où... Pour moi, c'est les trois plus connus, les sources les plus connues. Nous, ici, on va se contenter dans un premier temps des polices qui sont installées et qui viennent avec les logiciels Adobe. Il y en a déjà pas mal qui sont livrés avec les logiciels Adobe. Quelques dizaines. Bon, ben, je vais continuer sur ce document. Je vais faire ici quelque chose qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire créer un nouveau calque et masquer celui-ci. Donc, dans la palette des calques, je clique sur le bloc de feuilles et j'enlève l'œil en face du premier calque. Je continue le travail sur ce calque-là. Ok, on va taper un petit titre. Vous prenez l'outil texte tout à fait basique et vous allez cliquer sans bouger la souris. Donc on fait bien un texte sur une ligne, pas dans un bloc. Et vous allez taper un nom, ce que vous voulez. Mais oui, ça pourrait être un nom en plusieurs mots, mais petits. Hein. Il s'agit de faire ici du travail sur une dizaine de lettres, quoi. Alors, on a la palette qui concerne les caractères, menu fenêtre, texte, caractères. Fenêtre, texte, et dans sous-menu texte, on a les caractères. Avec cette palette-là, il est possible d'agrandir le caractère, mais on va le faire par transformation manuelle, c'est aussi bien. On ne va pas commencer à aller jouer ici, sélectionner le texte et aller jouer là-dedans. On n'est pas dans Word, on est dans un logiciel graphique, alors on peut agrandir le texte avec l'outil de transformation manuelle. Donc je prends l'outil de transformation manuelle, la palette caractère ne me sert pas. Je prends une poignée du coin. En enfonçant la touche majuscule, je vais l'agrandir. Majuscule pour ne pas écraser le texte dans un sens ou l'autre. Vous voyez, là, je viens de lâcher la touche majuscule. J'ai la possibilité de faire du texte écrasé dans un sens ou l'autre. C'est interdit dans le monde du graphisme de faire ce genre de choses. Techniquement, c'est possible, mais ça va être très mal vu. Vous allez vous faire passer pour un guignol. Donc, on ne fait pas ce genre de choses. On lâche le bouton la souris, puis la touche majuscule, bien entendu. Alors, vous avez votre mot. Vous allez prendre l'outil texte et
ce qu'un graphiste fait quand il fait du titrage, il gère l'espacement entre les caractères. Pour que, vu de loin, le mot, on ait l'impression qu'il fait bloc, qu'il n'y ait pas des trous. Alors ici, dans mon mot à moi, j'ai l'impression qu'entre le L et le O, par exemple, il y a trop d'espace, peut-être entre le O et le N. C'est à régler, ça. Hein. Donc vous allez mettre le curseur, vous voyez qu'il clignote, et vous avez la palette caractères avec le réglage ici d'espacement entre les lettres. Avec la touche majuscule, vous allez pouvoir aller plus vite quand vous cliquez pour faire rapprocher. Voilà. Bien, donc ça c'est le réglage de l'approche. Voilà, je viens de cliquer entre deux autres, touche majuscule, et j'approche, et je fais ça à l'œil. Sans la touche majuscule, je peux même encore être plus précis, un peu. Alors, si vous voulez apprendre à faire ça convenablement, il y a un petit jeu sur le web que je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment, ça fait partie du boulot du graphiste, de faire de l'approche pour des enseignes, des titrages, faire un truc valable. Et là. Ok, je vais aller vous montrer ça sur le web. Donc, vous tapez ça dans Google, Kerning Game. Kerning, c'est l'approche de pair quand on parle de typographie, approche entre deux lettres, l'espacement entre deux lettres. Kerning. K-E-R-N-I-N-G. Et la première chose qui arrive, vous cliquez dessus. Et voilà le jeu. Alors, ils vous disent que vous pouvez utiliser les flèches sur le clavier pour bouger la lettre, que vous pouvez aussi la prendre avec la souris et la bouger. Donc les deux sont possibles, les touches au clavier ou y aller avec le curseur et bouger. Ça, c'est juste pour apprendre comment à bouger la lettre, mais après, le jeu démarre vraiment et c'est à vous de jouer. Vous devez positionner les lettres qui sont entre les deux extrêmes de manière à ce que le mot ait l'air correct. Évidemment, ici, il y a une astuce qu'on ne peut pas utiliser et qui, dans les logiciels comme InDesign ou Illustrator, on peut l'utiliser, c'est retourner le mot. C'est une astuce connue. On retourne le mot et on fait ça en ayant le mot retourné. Comme ça, on se focalise vraiment sur uniquement les espacements. Mais une fois que vous pensez que c'est bon, vous cliquez sur Compare et vous avez votre score. Voilà, 89 sur 100 ici par rapport à ce qui ça aurait dû être. Et on voit ici, là où ça aurait dû aller. Suivant, etc. À vous de réfléchir et de voir. Donc ça vous entraîne à faire de l'approche de pair comme ça. Waouh. Donc je vous laisserai tester ça. Ce que je dis, c'est quand un programme, voilà. Voilà. Ok, vous avez vu le principe, hein, vous avez vu le principe, vous pouvez garder en mémoire l'adresse. J'enregistre encore une fois mon document. Bon. Alors, je vous montre un truc. Ici, je vais, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout. Puis, avec l'outil texte, recliquer et taper un nouveau texte. Et l'agrandir. Je viens d'avoir un son. Voilà. Donc, ici, les approches ne sont pas réglées. Je n'ai pas été insérer le curseur texte et régler les approches entre les lettres. Mais je peux demander à Illustrator de le faire pour moi. En fait, c'est apparu, premièrement, la fonction qu'on va utiliser, elle est apparue au début dans InDesign.
Et puis, elle a été étendue aux autres logiciels. Donc, ce qu'on va voir ici fonctionne dans InDesign, Illustrator, Photoshop. C'est demander à InDesign d'analyser le mot et de modifier les espacements entre les caractères de manière à ce que le mot ait l'air plus correct, sans trou, en fait. Et ça se fait en demandant ici, là où vous aviez été modifié les approches entre deux caractères, vous pouvez pour tout le mot qui est là sélectionné avec la flèche noire, demander l'approche optique. Et dès que vous allez faire ça, vous allez remarquer que les choses vont bouger dans le mot. Approche optique, voilà. Vous avez vu ça? Et alors ce qui est génial, c'est que ça fonctionne sur des longs textes. Je peux avoir un document InDesign avec 350 pages de texte. Chacune des lettres par rapport à celle d'à côté peut être bien réglée par InDesign, ce qui évidemment n'est pas possible dans la vraie vie si on doit le faire manuellement. On se limite à faire ça sur des titres normalement, mais puisque l'informatique peut le faire pour vous, grâce à cette approche optique. Optique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que vu de loin, le mot doit faire bloc. Visuellement, l'approche doit être correcte. Et ça, c'est génial. Donc, si je fais CTRL Z et CTRL majuscule Z, on voit l'avant-après. Donc, l'approche, oui, il a rapproché les lettres, mais il a vraiment, entre chacune des lettres, fait une approche différente. Si on prend le curseur texte, oui, l'outil texte, et qu'on clique entre chaque lettre, et qu'on regarde dans la palette caractères, on va voir qu'entre le C et le A, c'est moins 23. Entre le A et le L, ici, c'est moins 28. Donc, pour chaque paire de lettres, il a fait une approche différente. Maintenant, si après ça, vous pensez que les lettres sont trop proches l'une de l'autre, vous pouvez sélectionner avec la flèche noire la totalité de la ligne et jouer sur l'approche de groupe, ici. Ce n'est pas interdit de jouer sur les deux. Voilà, c'est l'approche de groupe. Ça veut dire que, d'une manière non fine, on écarte les lettres. Voilà. Et alors l'optique joue encore, moins 23, moins 28, moins 31, voilà. Voilà. Donc, les valeurs d'approche créées par Illustrator restent les mêmes, mais visuellement, on arrive à écarter quand même les lettres grâce à l'approche de groupe. Voilà, donc l'un peut être complémentaire de l'autre. Hein. Voilà, par exemple, avec une approche de 10, c'est vrai que c'est peut-être mieux qu'avec une approche de 0. Voilà. Alors, si vous avez un message, essayez de remettre ici la valeur 0. Alors, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que j'ai un rectangle ici et vous n'en avez pas, c'est parce que le cadre ici qui apparaît, c'est affichage. Et si je veux plus le voir, c'est masquer le cadre de sélection. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez fait du texte. On a pris la police qui est arrivée là, on n'a pas changé la police de caractère. Ça, on le fera éventuellement plus tard. Est-ce que vous êtes aussi en Myriad Pro ou qu'est-ce que ça dit dans la palette caractères? Menu fenêtre, texte, caractères, pour faire apparaître la palette caractères. Vous êtes en Myriad Pro? D'accord. Oui, le Myriad Pro est disponible en plusieurs graisses, donc en sélectionnant le mot avec la flèche noire, vous pouvez éventuellement passer en bold ou semi-bold, donc il y a des variantes. Et évidemment, on peut aussi changer de police de caractère complètement. Mais je vous propose de faire quelque chose qui a une espèce de petit logo ici avec le texte. Vous allez voir comment ça fonctionne. On va utiliser le texte d'en bas ici pour le combiner avec le texte d'en haut.
Donc, à tout hasard, enregistrez votre document. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a vraiment intérêt, quand on veut faire un logo avec deux textes, ou un titrage ou quelque chose, à faire vraiment deux textes sur des lignes indépendantes complètement. Vous allez pouvoir positionner, redimensionner les choses très facilement, l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, avec la flèche noire, vous avez un mot et un autre. Je travaille sur un des deux, j'enclenche l'outil de transformation manuelle et je vais simplement le redimensionner et le repositionner. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut être sympa. Et vous voyez, c'est très facile, à partir du moment où c'est complètement indépendant, c'est très facile de repositionner l'un par rapport à l'autre, voire même on peut les superposer, mais à ce moment-là, on a peut-être intérêt à faire des couleurs différentes. Voilà. Donc, je sélectionne ce mot avec la flèche noire, j'ai pu le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Je peux aussi, avec la case de fond en avant-plan, changer sa couleur, bien entendu, grâce à la palette nuancier. Voilà. L'autre également, on peut changer sa couleur, bien entendu, et à ce moment-là, ça devient plus intéressant de superposer les deux. Le dernier qui a été créé se superpose à l'autre. Parce que les objets s'empilent au fur et à mesure de leur création. Donc California, dans mon cas, était plus récent que Barcelona. Ils se superposent. Voilà. Donc, j'ai deux mots qui s'empilent. Celui de derrière, là, je peux le sélectionner. Est-ce qu'il veut bien sélectionner avec la flèche noire? Voilà. Et je peux demander, bien sûr, objet, disposition, et le ramener au premier plan. Ceci dit, ça c'est l'ancienne manière de faire, de gérer la disposition des objets les uns par rapport à aux autres. Objet, disposition. Mais ça marche. La nouvelle manière de faire, c'est bien entendu la palette des calques. En déployant le calque, avec le petit triangle ici, et en bougeant un objet par rapport à l'autre, bien entendu. C'est comme ça qu'on gère l'empilement. C'est plus moderne que d'aller dans objet, disposition, premier plan ou arrière-plan. Ah oui, concernant la graisse des polices, certaines polices ne sont disponibles qu'en une seule graisse. C'est surtout le cas des polices de caractère qui sont fort graphiques en fait. Elles n'ont été dessinées qu'en une seule graisse. Le Myriad Pro est vraiment à plein de variantes, mais les autres polices, certaines polices très graphiques, ne seront disponibles qu'en régulier. Bon, une fois que c'est fait, ils ne sont pas groupés en fait, hein. Ils sont juste positionnés l'un par rapport à l'autre. Vous devez les sélectionner tous les deux. Si vous voulez pouvoir bouger les deux sans qu'ils bougent l'un par rapport à l'autre. Faire objet associé. Objet associé, à ce moment-là, quand on bouge n'importe quel des deux, les deux bougent, bien entendu. C'est un groupe, c'est ça, voilà. C'est un groupe qui vient d'apparaître. Avec les deux mots à l'intérieur. Bien sûr, sans avoir fait objet associé, s'ils sont tous les deux sélectionnés, on sait les bouger aussi. Mais il y a toujours un risque qu'il y en ait un qui bouge l'un par rapport à l'autre. C'est des choses qui peuvent arriver. Tandis qu'en travaillant sur le groupe, là, impossible avec la flèche noire d'en bouger un par rapport à l'autre. Il faut que j'utilise la flèche blanche plus pour pouvoir en bouger un par rapport à l'autre. La flèche noire ne me permettra pas ça. Flèche blanche plus, d'accord, flèche blanche plus, ici. Cliquez à côté, cliquez sur un mot, et on peut le bouger bien entendu.
Alors on va aller chercher une image sur le web et on va la vectoriser pour essayer de la mélanger avec ceci pour faire un logo peut-être. Dans la boîte vectorisation d'image, en ayant donc votre image sélectionnée, vous allez cocher la case aperçu. Et ça vectorise en noir et blanc, et c'est exactement ce qu'on veut. On ne fait pas une vectorisation en couleur, surtout que notre image n'a pas de couleur. Vous avez des paramètres de vectorisation ici, notamment le seuil. Bougez le seuil et regardez ce qui se passe. Ça détermine, c'est à propos des pixels gris qui sont sur le bord de la silhouette. Parce qu'en fait, il y a des pixels gris. Surtout si l'image est basse définition, il y a du flou, en fait. Bon, ça, c'est une chose, le seuil, mais dans le cas d'une image qui est quand même fort noir et blanc comme ça n'agit pas beaucoup. Par contre, on va aller déployer les paramètres avancés en cliquant ici. Et vous allez pouvoir gérer la fidélité par rapport au tracé original, le nombre d'angles et la précision. Encore une fois, c'est amener du flou en fait pour enlever de la précision en fait. Oui. Donc avec ces trois curseurs, vous allez vraiment pouvoir contrôler quand même un peu le résultat ici. Et ça peut être assez créatif peut-être, hein, déjà ici. Mais franchement, c'est pas avec une image noir et blanc, avec que du noir et que du blanc, qu'on va pouvoir vraiment être très créatif avec ces curseurs-là. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on va générer des fonds, pas des contours. C'est bien fond qui est enclenché, c'est très bien. Ceci n'a aucune importance parce que c'est quand on fait de la vectorisation à plusieurs couleurs. Est-ce que ça fait des trous derrière ou pas? C'est une autre histoire, on en reparlera. Voilà, alors je vais vous demander d'afficher la transparence temporairement. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez que l'image est... que l'image du guépard noir est entourée de pixels blancs, de vecteurs blancs, puisque ce qu'on visualise là, ce sont les vecteurs. L'image est toujours là, l'image pixel est toujours là derrière. Hein. D'ailleurs, vous pouvez la visualiser temporairement si dans la palette vectorisation d'image, vous cliquez sur le petit œil ici, c'est l'image pixel qui apparaît derrière. Vous voyez? Mais on visualise les vecteurs, c'est ce qui est demandé. Affichage, résultat de la vectorisation, et temporairement, je peux voir l'image source derrière. C'est pour ça qu'on appelle ça la vectorisation dynamique. C'est qu'à tout moment, on peut revenir remodifier les curseurs. Et au départ de l'image pixel qui est derrière, là, on obtient un résultat différent. Donc à ce propos, dans la palette des calques, ce qui s'appelait tout à l'heure image ou fichier lié s'appelle maintenant vectorisation de l'image. C'est un système dynamique de Illustrator. On a mis l'image dans une vectorisation dynamique. Bon, alors ici, il va falloir cocher. Donc, on va devoir cocher l'option qui s'appelle « Ignorer le blanc ». Ça veut dire que les pixels blancs ne génèrent aucun vecteur. Et voilà, on a de la transparence autour de la silhouette de la bestiole. Bien. Donc, on a une vectorisation noir et blanc. On va sortir de la vectorisation pour réellement avoir accès aux vecteurs. Ah oui, au fait, vous pourriez remettre... vous pouvez remettre temporairement... masquer le damier de transparence, en fait. Menu affichage, masquer le damier de transparence. Voilà. On sait que c'est de la transparence autour de la bestiole, il n'y a pas de problème. Alors, comment transformer cette vectorisation dynamique? Il faut la décomposer en fait. Hein.
je vous propose, en ayant qui est sélectionné comme ceci avec la flèche noire, en ayant votre vectorisation dynamique sélectionnée, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image et vous demandez Décomposer. Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Résultat, dans la palette des calques, à la place de vectorisation de l'image, on a maintenant un groupe avec des vecteurs à l'intérieur. Un tracé. Un ou plusieurs tracés, ça dépend. S'il y avait des trous dans votre silhouette, il y a plusieurs tracés. C'est possible. Ou s'il était composé de plusieurs objets distincts, voilà. Oui, il est possible qu'à la place du mot tracé, vous ayez tracé transparent, c'est quand il y a des trous dans un objet, et que vous ayez plusieurs tracés si vous aviez des objets distincts. Mais ici, voilà, je n'ai qu'un seul tracé, mais de toute façon, ça ne fait pas de différence pour la suite. Le fait est que nous avons maintenant des vecteurs, et que je vais pouvoir donc, avec la palette des outils, avec la case de premier plan ici, aller changer la couleur, et grâce au nuancier, et lui mettre une couleur. Pourquoi pas la même couleur que celle que j'ai déjà mise sur le texte ici. Voilà. Je vous conseille pas de mettre plus de 2 couleurs dans un espèce de logo comme ceci. Sinon, ça va commencer à devenir criard. 2 couleurs, c'est déjà un maximum pour un logo. Vous avez vu que j'ai mis l'animal au même endroit que le texte qui a la même couleur que lui. Donc le texte devient illisible. D'accord? Eh bien, je vais envoyer l'animal en dessous du texte, tout simplement. Et je dois le sélectionner avec la petite cible. Là, comme ça, voilà, la petite cible. Ou alors, la flèche noire, je clique sur lui, évidemment, dans la palette des calques. Tiens, je vais changer la couleur du calque, parce qu'en rouge, c'est pas génial. Voilà. OK. Et donc, ce groupe, je vais le faire passer en dessous de l'autre groupe qui contient les 2 textes. Si vous voyez. Tout simplement, je vais gérer l'empilement. Comme ça, je prends le groupe, je le fais passer en dessous, pas dans le groupe, hein, pas comme ça, hein, en dessous. Ça c'est dedans, ça va tomber dans le groupe du texte, c'est pas du tout ce que je veux, là ça va aller en dessous. Voilà. Donc il est en dessous. Visuellement, ça ne change rien. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ce que je vais faire ici rapidement pour vous montrer. Je vais sélectionner avec la flèche blanche plus uniquement le texte rouge. Pour une raison que j'expliquerai plus tard, je vais enlever la couleur rouge au texte parce qu'en fait, les couleurs de fond et de contour sur du texte, il faut absolument ne pas les mettre par la palette des outils comme ça. Il faut les mettre par la palette aspect. Menu fenêtre aspect. En ayant la ligne qui est sélectionnée, pas les lettres avec l'outil texte, mais bien la ligne. Et dans ce cas-ci, vu que mon texte fait partie d'un groupe, j'ai dû utiliser flèche blanche plus, évidemment. Sinon, ça aurait sélectionné aussi l'autre texte. Et c'est là que je vais ajouter un nouveau fond. Voilà, ajouter un nouveau fond. Je vais lui mettre la même couleur qu'avant. Voilà, la même couleur que le guépard, du rouge, à ce fond. Et l'astuce ici, c'est que je vais mettre un contour blanc au texte, comme ça, voilà. Vous voyez? Voilà. Et vous voyez ce qui se passe, le contour blanc déborde sur le fond. C'est pas bon. Il faut donc, oui, c'est interdit ça en graphisme, de modifier ça, c'est pourri. Hein, il faut donc déplacer le contour en dessous du fond. Et voilà. Le contour est maintenant derrière le fond et je peux faire ressortir mon guépard et le texte surtout, grâce à ça.
Voilà, je vais repositionner le guépard. Voilà, ce genre de choses. OK. Pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas utiliser les échantillons? Il faut qu'ils soient absolument avec 2 diagonales. Là, quand on travaille sur du texte, ne pas mettre les couleurs sur le texte, couleurs de fond et de contour par la palette des outils. Il faut absolument le faire sur la ligne de base en ajoutant, comme j'ai fait, le fond par le menu de la palette aspect. Parce que sinon, j'arrive pas à faire passer le contour en dessous du fond. Vous pourrez tester sur du texte, je vous montre d'ailleurs. Je vais refaire un texte ici rapidement. Ok, ça c'est un texte auquel je vais mettre une couleur de fond et de contour par la palette des outils, chose qu'il ne faut donc pas faire. Par la palette des outils, une couleur de fond et une couleur de contour avec une épaisseur. Voilà. Je vais utiliser la palette aspect pour faire passer le contour en dessous du fond. Mais sauf que c'est pas possible. Raison pour laquelle je vais maintenant enlever la couleur de contour et de fond de ce texte et l'ajouter comme on doit le faire sur du texte dans Illustrator, ajouter un nouveau fond. Et là, je peux aller choisir mes choses. Couleur de fond, couleur de contour, épaisseur. Et j'ai la possibilité de faire passer le contour en dessous du fond. Et voilà. Donc c'est particulier pour le texte par rapport aux formes qu'on a utilisées jusqu'à présent, des rectangles, etc. qu'on a utilisés jusqu'à présent. Le texte, il faut vraiment penser à ça. Il faut vraiment ajouter le fond et le contour par la palette aspect. On n'a pas le choix. Sinon, on n'arrivera pas à faire passer le contour derrière. Voilà, enregistrez votre document. Et pour la suite, ben voilà, c'est ce que vous allez faire pour la suite la fois prochaine. Vous allez mettre le contour blanc sur le texte pour qu'il soit lisible. Je vais supprimer ici le lorem ipsum, de toute façon on n'en a pas besoin. Et aussi, je vous expliquerai un truc assez génial dans Illustrator, parce que bon, au final, qu'est-ce que vous vous retrouvez avec quoi? Si j'affiche le damier de transparence, vous vous retrouvez avec du texte qui a de la couleur, mais qui a aussi un contour blanc. Je vous expliquerai comment facilement dans Illustrator rendre ce contour invisible, transparent. Ben oui, il ne faudrait pas que quand j'amène sur une image dans Illustrator, dans InDesign, j'amène ce logo sur une image, il ne faudrait pas que le contour blanc apparaisse. En fait, le logo, c'est juste du rouge et du bleu, c'est pas du blanc. Donc le blanc doit devenir transparent. Et il y a une astuce pour y arriver facilement. Alors, vous avez donc votre logo. Si vous le visualisez en transparence, par le menu affichage, afficher le damier de transparence, vous allez remarquer que le bord blanc qui est autour du texte, il est donc visible. Si j'utilise ce logo sur une image, sur un fond en couleur dans InDesign ou même dans Illustrator, si j'utilise ça, j'aurai systématiquement autour du mot Barcelona un bord blanc. Là, je vais masquer le damier de transparence. Voilà, c'est ça que je voulais obtenir au final. Comme si c'était un creux entre le Barcelona et le reste. Un creux, une espèce d'encoche, ça va faire... Il y a un espace en fait. C'est pas censé être du blanc, c'est censé être un espace. Donc comment faire pour obtenir réellement cet effet-là? On va d'abord enregistrer sous un nouveau nom. Il va falloir être certain qu'au niveau du texte, ce soit bon. Au niveau du logo, il est fini. Et vous avez gardé une version vectorielle. C'est pour ça qu'on vient d'enregistrer. Je peux même enregistrer à nouveau sous un autre nom. Donc j'ai démarré du document numéro 14, je viens l'enregistrer sous le numéro 15. Je l'enregistre à nouveau tout de suite sous le numéro 16. Je suis certain qu'il n'y a pas de problème. J'ai ma version vectorielle qui est disponible dans les versions précédentes. Ce que vous allez faire ici, vous allez afficher le damier de transparence. Si vous voulez, vous pouvez aller modifier dans Fichier, format de document,
aller modifier l'aspect du damier de transparence, parce qu'il est quand même pénible pour les yeux. Donc passer en grille grande, aller cliquer sur les échantillons ici et obtenir deux grilles similaires. Vous aurez à ce moment-là un damier de transparence qui va ressembler au mien ici. Vous sélectionnez tout et on va faire en sorte de rendre facilement transparent, invisible, ce contour blanc, mais qu'il fasse toujours un creux dans ce à quoi il se superpose, bien entendu, c'est le but. Alors vous allez dans le menu Objet et vous demandez Pixeliser. On va faire une pixelisation haute qualité, c'est-à-dire qu'on va même aller au-delà de 300 pixels par pouce. Vous allez demander Autre et vous allez taper 600. Et vous gardez arrière-plan blanc, mais de toute façon ça n'a pas d'importance parce que l'étape suivante ne va pas s'occuper de ça. Ok. Et voilà, on a transformé en une image notre logo. Si on zoome, on voit des pixels. Mais il faut quand même pas mal zoomer parce que 600 pixels par pouce, pour un logo qui occupe cette dimension-là sur la page, on est d'accord, hein, s'il faisait 2 cm sur la page A4, 600 pixels par pouce, ce serait pas terrible comme qualité. Mais là, il est grand sur la page et il fait une densité de 600 pixels sur une distance de 2,54 cm. Il y a 600 pixels. Un pouce, 2,54 cm. Sur une distance de 2,54 cm, il y a 600 pixels. Sur une surface d'un pouce carré, il y a 600 x 600 pixels, 360 000 pixels. Donc sur une surface, un carré de l'image de 2,54 cm, il y a quand même 360 000 pixels, donc c'est précis. Et alors, au départ de cette image, nous allons faire une vectorisation maintenant. Et vous allez en ayant cette image qui est sélectionnée, vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Et vous enclenchez la case Aperçu dans le bas à gauche du panneau Vectorisation. Il y a un message qui dit que ça risque d'être lent, c'est pas grave, vous cliquez sur OK. Et voilà. On va choisir de faire une vectorisation couleur, donc à la place de mode noir et blanc, vous choisissez couleur. Donc ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Dans les paramètres avancés, vous allez cocher « Ignorer le blanc ». Donc ça calcule, ça prend du temps, mais c'est parce qu'on veut obtenir au final des vecteurs qui ressemblent, qui vont être une copie vraiment quasiment parfaite des vecteurs originaux qu'on avait il y a 2 minutes, avant qu'on ne transforme en pixels. Donc on a demandé une haute définition, une haute résolution, 600 pixels par pouce, et voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On a notre contour blanc qui n'existe plus et qui a été transformé en transparence. Voilà, oui, en effet, il restait des petites traces blanches et je les ai supprimées en indiquant ici le nombre de couleurs qu'il y a dans l'image originale, en fait, c'est-à-dire 3. Il y avait le blanc, le rouge et le bleu, dans mon cas. Et du coup, ça a recalculé et les traces blanches n'y sont plus. Alors, qu'est-ce qui se passe si on en indique 2? 2, touche tabulation, ça va recalculer. Voilà, il a recalculé. En indiquant 2 couleurs, il me produit une seule couleur. Il faut tenir compte du nombre de couleurs dans l'image originale. Combien est-ce qu'on avait de couleurs? Blanc, rouge et bleu dans mon cas. Ça fait 3. Donc il faut bien indiquer 3. C'est ça l'astuce, il faut tenir compte de la couleur qu'on ne voit pas, le blanc.
ce document-là est utilisable dans InDesign. Mais faisons un petit test, essayons d'utiliser ça dans InDesign. D'abord, ici, je vais devoir recadrer le logo avec l'outil de plan de travail. Comme ça, j'ai quand même recadré un peu. Fichier enregistré. Puis je vais lancer InDesign et on va rapidement faire une petite mise en page dans InDesign en 3 minutes et tester ce logo dans InDesign. Donc le logo qui a été recadré avec l'outil plan de travail, parce qu'en fait c'est cette zone-là qui va apparaître quand je vais l'utiliser dans InDesign. C'est la zone définie là par le plan de travail. Donc, il est enregistré et je vais dans InDesign faire un nouveau document InDesign. Voilà, on va faire une page, un document d'une page. Vous pouvez décocher page en vis-à-vis. Une page A4 verticale. OK. Donc, si ça peut vous aider, vous allez dans les préférences générales de InDesign et vous allez cocher l'option « Utiliser la boîte de dialogue héritée nouveau document ». Comme ça, vous aurez l'ancienne boîte de dialogue quand vous faites fichier nouveau. Ça peut vous aider. Même principe que dans Illustrator, quand le curseur est là avec l'image qui est montrée, je fais un clic et glisser et voilà l'image qui arrive à la dimension que je viens de décider. Donc, dans InDesign, la flèche noire sur l'image, elle sert à recadrer l'image. Quand on utilise la flèche noire, ça recadre, ce qui n'était pas le cas dans Illustrator. Et pour agrandir l'image, je n'ai pas le choix, c'est l'outil de transformation manuelle de InDesign qu'il va falloir utiliser. Mettez éventuellement la palette des outils en 2 colonnes, ce sera plus facile pour trouver l'outil de transformation manuelle. Et bien sûr, vous prenez la touche majuscule et une poignée du coin pour agrandir, ça c'est comme dans Illustrator. N'hésitez pas à faire déborder l'image en dehors des pages, c'est des choses qui se font tout le temps en mise en page. Les images, on les fait aller jusqu'au bord des pages, par exemple. Jusqu'au bord de la feuille. Donc voilà. Bien, alors ici, je vais mettre un bloc. Vous allez prendre un bloc graphique comme ceci et on va simplement aller tracer un bloc. Et alors là, comme dans Illustrator, vous avez le choix de travailler sur le contour ou sur le fond. C'est dans la palette des outils que ça se décide. Et comme dans Illustrator, vous allez pouvoir appliquer une couleur en allant chercher le nuancier dans le menu Fenêtre, Couleur, Nuancier. Je sais qu'il est là et qu'il suffit de cliquer, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc voilà où il est réellement, Fenêtre, Couleur, Nuancier. Et vous pouvez faire une nouvelle nuance. Voilà. Dans le mode couleur que vous voulez. Voilà. Il y a aussi possibilité d'aller puiser la couleur dans l'image. Ça peut être sympa quand on fait de la mise en page ou des illustrations et qu'on utilise des images. De mettre des éléments vectoriels qui ont des couleurs qui ont été puisées dans l'image en fait. Oui, en effet, déjà là, quand on crée la couleur, vous aviez l'outil qui était là. Cliquez, glissez la pipette et ça permet d'aller puiser une couleur sur l'écran. Donc je comptais pas en parler, mais bon, voilà. Oui, la pipette pour prélever n'apparaît que quand on est en RVB.
Si vous êtes en mode CMJN, vous n'allez pas la voir. Ok, donc voilà un bloc. Et on ne va pas aller plus loin dans InDesign ici parce que ce n'est pas une formation InDesign. Vous avez juste vu que ça ressemble un peu à du Illustrator. Un peu. En fait, c'est deux logiciels assez similaires. Dans le sens qu'ils sont basés sur la même technologie, le langage PostScript. PostScript, c'est un langage de description de page. Mais Illustrator est bien sûr plus orienté graphisme et InDesign plus orienté sur le texte. Ils sont complémentaires. Mais disons que par rapport à Photoshop, ces deux-là, InDesign et Illustrator, sont quand même assez ressemblants dans leur manière de travailler. C'est du vectoriel, c'est des éléments qu'on positionne, sur lesquels il faut cliquer pour indiquer qu'on veut travailler sur eux. C'est un peu un travail d'orfèvrerie, contrairement à Photoshop où on fait plus du travail en masse sur des pixels, sur des calques. Alors on peut enregistrer le document InDesign, fichier enregistré sous. Donc on enregistre au format INDD qui est le format d'enregistrement, c'est le format natif de InDesign pour les documents InDesign. Alors, il faut que rien ne soit sélectionné. Avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté de tout, aucun objet n'est sélectionné. Parce qu'on va aller maintenant chercher notre logo. Et si vous aviez gardé le bloc ici activé, il y a des chances que le logo arrive dedans. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il ait son propre cadre, que je puisse le bouger comme je veux par rapport au rectangle que j'ai créé là à côté. Donc, rien n'est sélectionné. J'ai cliqué à côté de tout. Et on va dans le menu Fichier, Importer. Fichier importé et on va chercher la dernière version du logo. Donc, vous allez chercher votre version du logo. La dernière, je veux dire. Oui, le guépard, oui. Ok. Et le voilà, il est là. Et vous allez en dehors donc du rectangle faire un cliquer-glisser pour déterminer la dimension que vous voulez donner à ce logo. Et voilà. Alors en zoomant, on voit bien que c'est le bon logo. Enfin non, on ne le voit pas en fait. On le verra seulement si on le superpose. Est-ce que c'est un trait blanc autour des lettres de Barcelona ici ou est-ce que c'est de la transparence? Ça va se voir si je superpose à autre chose, à l'image ou au rectangle. Après avoir fait ça, vous allez le déplacer en fait. Alors on va déplacer le logo avec la flèche noire. Attention, ne double-cliquez pas sur le rectangle. Vous allez voir à ce moment-là, comme chez moi, que à la place de vecteur bleu, vous avez des vecteurs bruns, si vous faites ça. Ça veut dire que vous êtes en train de modifier le contenu du bloc, et quand vous essayez de bouger, en fait, le bloc ne bouge pas, c'est le contenu du bloc qui bouge. C'est pas bon ça, je fais CTRL-Z, je clique à côté, et je clique une fois, je ne double-clique pas, je clique une fois pour activer le logo, et je ne clique pas sur le rond ici, parce que ça revient au même que de double-cliquer. Donc on a les vecteurs qui sont bleus. On n'est pas en train de travailler le contenu du bloc, mais on travaille bien le bloc lui-même et son contenu, forcément. C'est une hiérarchie. Si je travaille le bloc, je travaille son contenu aussi. Et vous allez pouvoir le déplacer où vous voulez. Et vous devriez voir qu'en effet, ça fonctionne. On a bien notre logo avec de la transparence. Je peux le mettre aussi au-dessus de l'image. Ça va fonctionner. Bien. Bon, l'image est assez fouillie et le logo n'est pas très visible sur l'image. Mais bon, là, pourquoi pas, là peut-être en haut, à droite. Bon, il faut évidemment faire attention à ça, mais ça c'est de la mise en page. Alors, certains parmi vous ont une qualité d'affichage
qu'il qualifie de pourri. D'abord, c'est pas très gentil vis-à-vis des logiciels d'utiliser ces mots-là, mais c'est simplement parce que votre InDesign est réglé comme il est normalement réglé quand on l'utilise la première fois après avoir installé les applications Adobe. C'est-à-dire que quand on amène des images, il les montre en basse définition, que ce soit des images pixels ou des images vectorielles. C'est montré en basse définition. Pourquoi? Ça va permettre en fait sur un ordinateur pas très puissant de pouvoir faire des mises en page avec des dizaines d'images. Typiquement, sur un ordinateur pas très puissant, vous allez pouvoir faire des magazines grâce au fait que les images ne demandent pas trop de ressources informatiques. Et bien sûr, si on exporte le PDF, ce seront les images haute définition dans le PDF. Alors si ça vous ennuie de voir les images en basse définition, vous avez la possibilité de les demander en haute définition dans InDesign, bien que ça ne changera rien à la sortie. La sortie sera de façon en haute définition, quand on exportera le PDF. Mais enfin, quand vous allez travailler avec des images en haute définition sur l'écran, si vous voulez, c'est le menu Affichage, Performance d'affichage, et vous pouvez demander Affichage de qualité supérieure. Et là, vous voyez les images, sauf parfois petites caractéristiques techniques qui empêchent que l'image soit vue en haute définition. Mais là, en tout cas, on les voit en haute définition. Donc la différence est quand même assez flagrante entre la basse définition et la haute. Donc pour les gens qui se disent que InDesign c'est un logiciel facile, il y en a pas mal qui connaissent Photoshop et qui se disent tiens, il y a InDesign pour faire la mise en page, je vais faire une mise en page dans InDesign. Et tout de suite, on crie au scandale en disant que tiens, InDesign c'est quand même pourri, j'ai des images qui sont bien dans Photoshop, je les amène dans InDesign et elles sont pixelisées. Quel logiciel foireux. Bon, il faut bien se rendre compte que en général, le bug se situe entre le dossier de la chaise et l'écran. Hein. C'est rarement les logiciels qui bug. Donc il faut se former à InDesign. C'est pas le genre de truc on a tendance parfois à se dire que c'est un truc facile quand même. La mise en page, c'est quand même plus facile que Photoshop. Eh ben non. Voilà. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire une exportation éventuellement PDF au départ de InDesign, parce que de toute façon, je vous ai dit depuis le départ, quand vous faites de l'Illustrator, vous avez intérêt à la fin à le faire repasser dans InDesign et à exporter au départ de InDesign. Bon, ben faisons une exportation PDF. On y va, fichier exporter. Donc une exportation PDF, fichier exporter. Et il y a plusieurs types de PDF. On va prendre le PDF pour l'impression. Mais est-ce que c'est une impression, pourquoi? Pour une technique 4 couleurs chez un imprimeur, ou est-ce que c'est pour une jet d'encre couleur? Alors on va voir ça. Vous exportez en fait. Hein. Vous allez avoir une boîte de dialogue dans laquelle on va pouvoir décider de différentes choses. Alors si c'est pour un imprimeur, il va certainement vous donner une norme qu'il faudra inscrire là. Ce sont des pré-réglages. Il faudra certainement que dans repères et fonds perdus, je parle d'un imprimeur qui imprime en 4 couleurs sur une presse, il faudra qu'il ait des repères d'impression. Vous allez cocher dans repères et fonds perdus, vous allez cocher tous les repères d'impression. Bon, il y en a un qui ne sert vraiment pas. Généralement, c'est les repères de fonds perdus. Donc, on peut les décocher. Voilà. Pour la sortie, l'imprimeur va vous dire... Ah oui, parce qu'attention, on a des images RVB dans notre document. Elles ne sont pas CMJN, on ne les a pas préparées à l'avance dans Photoshop. Ça ne se fait plus depuis 15 ans, ça. C'est ici que ça se passe maintenant. L'imprimeur va vous dire, tiens, vous avez choisi un certain type de papier chez moi quand vous êtes venu. C'était du papier qui répond à telle norme. Eh bien, il faudra indiquer ici, convertir vers la destination. Donc, les images RVB vont être transformées vers la norme CMJN que l'imprimeur va vous dire. Elles vont être composées de 4 canaux cyan magenta jaune noir au lieu de 3 canaux rouge vert bleu, et avec la bonne quantité d'encre pour que les couleurs ressemblent à ce qu'on voit sur l'écran.
Donc ce sera du Fogra 39 ou du Fogra... Attendez que je zoome en arrière. Fogra 27, tout ça va dépendre du type de papier que vous avez choisi. Vous ne choisirez jamais du Japan ou du US, puisque vous n'allez pas imprimer au Japon ou aux États-Unis. Les encres cyan et magenta ont une couleur un peu différente. Raison pour laquelle il faut en tenir compte quand on fait la séparation quadrique, quand on transforme le RVB en CMJN. Vous avez encore du Uncoated Fogra 29 pour du papier non lisse. Et certains imprimeurs, notamment oui aussi les copies services, vont également encore fonctionner avec l'ancienne norme, le Euroscale, pour papier lisse ou pour papier pas lisse. Donc ça, vous allez peut-être parfois encore rencontrer des imprimeurs modernes qui vont vous dire de faire un PDF pour l'Euroscale. Mais sinon, les nouvelles normes, c'est le Fogra. Voilà, ben écoutez, choisissez par exemple le Fogra 39, c'est bien. Bon, ben on a tout ce qu'il faut pour faire un PDF pour l'imprimeur. Là, on a les traits de coupe, les repères et tout. Au niveau de la compression, ah oui, il est indiqué ici sous-échantillonnage bicubique à 300, c'est très bien. Si des images ont plus que 300 pixels par pouce, par exemple des images très haute définition que j'ai amenées dans InDesign, mais je les ai mises petits sur la page, elles vont être avec une densité de pixels très importante, elles vont peut-être être à 1500 pixels par pouce. Inutile de mettre ça dans le document, donc d'office dans l'exportation PDF, c'est indiqué ça. On y reviendra quand on fera la formation InDesign, bien sûr, à ça. Donc, avec ce réglage-là, elles ne vont pas être compressées, elles vont être réduites en nombre de pixels, si elles sont au-delà de 300 pixels par pouce. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, alors mais de toute façon, il faut discuter avec l'imprimeur. Hein. Avant même de faire votre document, discutez avec l'imprimeur, il va vous expliquer. Ok, donc faisons l'exportation. Exporter. Ah oui, il me propose de faire du publish online, c'est-à-dire qu'en plus de faire une exportation PDF, on peut aussi l'envoyer sur le web, sur le site de Adobe, ce qui permet de montrer aux clients en ligne ce que ça donne. Mais c'est une autre histoire, ça. Le publish online, c'est un nouveau système. Alors voyons un peu, parce que là, je n'avais pas coché l'option afficher automatiquement dans Acrobat. Donc voilà mon PDF que je viens de générer dans le dossier. Donc je suis obligé de double-cliquer sur lui pour l'ouvrir dans Acrobat. Parce que dans la boîte d'exportation, je n'avais pas coché l'option ouvrir automatiquement dans Acrobat une fois que le PDF est fait. Et voilà, donc ça c'est la page imprimable chez l'imprimeur offset avec les... Ah oui, on a oublié de faire le fond perdu. Très bien. Donc ça ne sert à rien d'avoir des traits de coupe pour couper la feuille. Il faut que les images débordent un peu en fait. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Sinon là on risque d'avoir du papier blanc sur le bord de la feuille. Alors je vous remontre. Hein. Est-ce que ça a été chez vous sinon ? Ok, on va recommencer de toute façon parce que on a oublié un détail. Donc faites fichier exporter. Enregistrer, donc exporter en PDF impression. On a juste oublié ici dans repères et fonds perdus qu'il fallait augmenter le fond perdu ici. C'est-à-dire faire déborder l'encre au-delà des limites de la page, là où elle va être coupée. Donc c'est dans repères et fonds perdus, c'est fonds perdu ici, je mets 3 mm par exemple. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait sorti, convertir vers le Fogra 39, c'est ce qu'on avait fait. Est-ce qu'on avait fait autre chose? Non, je ne pense pas. Ah oui, il y a quelque chose à faire dans Général, puisque vous avez un problème pour trouver le PDF après l'avoir exporté. Une bonne idée, ce serait de cocher l'option « Afficher le PDF après exportation ». Donc, je résume. Dans Général, dans l'exportation PDF générale, on a coché « Afficher PDF après exportation ». Dans repères et fonds perdus, on a coché les repères d'impression, mais on a décoché repères de fonds perdus. Et ici, on a mis un fond perdu de 3 mm. Et c'est tout. Ah oui, dans sortie aussi, on a demandé de convertir. Ben oui, sinon on va avoir un PDF avec des images RVB dedans et
un PDF avec des images RVB dedans, l'imprimeur qui utilise une presse offset ne va pas pouvoir faire quelque chose avec. Donc on doit demander la conversion des images RVB vers CMJN au moment de l'exportation. Convertir vers la destination. Voilà, exporter, et voilà. Et comme prévu, cette fois-ci, ça marche, on a le fond perdu. Donc, quand vous voyez dans des magazines, dans des publications, vous voyez que ça a été imprimé jusqu'au bord de la page, en fait, jusqu'au bord de la feuille, c'est une astuce. En fait, on imprime sur une feuille plus grande, et puis on coupe. C'est ça l'astuce. Donc, les gammes couleurs, qui font partie des choses qu'on a cochées et qu'on voulait dans le PDF, vont permettre à l'imprimeur de contrôler la qualité de l'impression pendant l'impression. L'imprimeur ne peut pas se fier à ce qu'il voit sur la page parce que vous êtes peut-être un artiste et vous avez peut-être fait une montagne rose. Et s'il commence à se fier à ça, il va la transformer en bleu. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc il doit absolument avoir une référence. Et c'est les gammes couleurs ici et les gammes gris. Oui, donc au départ du PDF, l'imprimeur va générer des films offset qui vont permettre d'insoler des plaques offset qui vont être placées dans la presse et qui vont permettre de mettre l'encre seulement à certains endroits sur le papier. Et récemment, il y a l'étape du film qui n'existe plus nécessairement, puisqu'il y a possibilité d'envoyer directement du fichier PDF vers la plaque sans passer par l'étape du film. C'est ce qu'on appelle le DTP, Direct to Plate. Voilà. Donc ça, c'est uniquement pour l'impression offset. À côté de ça, vous avez les imprimantes couleurs numériques, que ce soit des photocopieuses couleurs interfacées, que ce soit des traceurs jet d'encre, des imprimantes jet d'encre. Et pour ça, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un PDF CMJN comme celui qu'on a. Vous pouvez très bien faire ceci. Je le fais rapidement, ne le faites pas. J'exporte et je vais préciser que c'est un PDF qui doit être notamment peut-être vu sur écran ou voilà, ou imprimé en jet d'encre. Je vais indiquer qu'il est RGB. Et donc, dans les repères et fonds perdus, oui, si je veux pouvoir avoir de l'encre qui va jusqu'au bord de la page, je vais mettre des repères. Et je devrais couper la page après, ça reste... Donc si j'imprime sur une imprimante jet d'encre qui accepte du RVB, je peux malgré tout utiliser ceci pour aller couper. Et à la sortie, je vais faire une conversion vers le profil RVB de l'imprimante que j'ai installé préalablement dans mon ordinateur. Voilà, par exemple ici, j'ai utilisé récemment une imprimante Canon IP4800. Il y a, suivant le type de papier, plein de profils différents. Donc je peux faire un PDF adapté à cette imprimante-là. Si c'est pour voir sur un écran et diffuser chez les gens, je vais faire un PDF adapté au profil sRGB. Donc il faut que je trouve dans la liste le profil sRGB, qui est là, la norme de fabrication des écrans bas de gamme pour les internautes. D'accord ? Voilà le principe en fait. Donc ça, c'est générer un PDF RVB qu'un imprimeur offset va ne pas accepter. Parce qu'il a besoin que ce soit en CMJN. Voilà. Voilà, ça c'est le PDF RVB. Évidemment, si c'est pour le voir sur un écran, je ne mettrai pas les repères de coupe. Ça, c'est uniquement si c'est pour l'imprimer sur une imprimante jet d'encre, que j'ai peut-être éventuellement besoin des traits de coupe. Bon, on ne va pas aller plus loin ici parce que c'est dans l'exportation PDF, parce que ce n'est pas une formation InDesign, mais quand même c'est intéressant de voir que InDesign est quand même performant pour générer du PDF. Voilà.